Voilà. Ensuite, je vais donner à Mathieu la possibilité de prendre la main pour pouvoir nous présenter éventuellement des documents. Voilà, apparemment tout est OK. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, cette initiative s'inscrit dans une série de rencontres que nous avons activées depuis le début du confinement. Et on a souhaité ce soir, évidemment, réfléchir et partager un certain nombre de réflexions avec Mathieu et Michel concernant l'aspect économique de la crise et bien entendu tous les enjeux qui existent autour et d'éventuelles réflexions sur le monde d'après et des solutions alternatives. Donc, comme l'ont proposé Mathieu et Michel, je vais passer la parole à Mathieu Montalban, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, économiste et membre des économistes atterrés, entre autres, puisqu'il a pas mal d'engagements. Il est aussi vice-président de l'association Espace Marx, qui vous invite ce soir. Bonjour Mathieu, à toi. Bon, bonjour Dominique, merci à tous. Alors, en fait, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais on avait prévu initialement une soirée dédiée à la présentation d'un ouvrage que j'ai écrit qui devait sortir ce mois-ci et qui sortira finalement le mois prochain. Et comme il va sortir le mois prochain, on fera la soirée le mois prochain. Donc, je crois que c'est la mi-juin, vers le 15, je crois qu'on avait décidé de quelque chose comme ça. Donc, comme on vous avait annoncé quelque chose ce soir, on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser quand même partir comme ça et faut rentabiliser les places, si je puis dire. Donc, on s'est dit avec Michel, on peut leur proposer quelque chose sur l'analyse de la crise parce qu'on est économiste et que bon, il y a quand même pas mal de choses qui se sont racontées ces derniers temps et donc on peut essayer de faire un petit point synthétique d'un certain nombre de propositions, enfin déjà de constats, d'analyse et ensuite de discussions et propositions qui ont pu être amenées. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas beaucoup développer ce que moi je considérais comme des propositions importantes, enfin, ce qu'il faudrait faire. Je vais plutôt discuter d'un certain nombre de propositions que d'autres ont faites et des problèmes qu'elles peuvent poser éventuellement. Voilà, donc là, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon? Oui. Bon, voilà. Donc, crise économique du Covid-19 et les limites du traitement keynésien de cette crise. Bon, alors, peut-être commencer par le début, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un réflexe à gauche en général, quand on a une crise économique, notamment dans une gauche social-démocrate, c'est de proposer un traitement keynésien à une crise économique parce que parfois ça marche, hein, c'est-à-dire que, et en plus c'est moins douloureux, je dirais, que les traitements qui nous infligent les néolibéraux, hein, puisque en général les traitements keynésiens impliquent souvent une augmentation des dépenses publiques. On est plutôt pour, et plutôt pas de baisse des salaires, ce qui nous embête toujours beaucoup. Voilà, alors évidemment, ce type de traitement, les traitements keynésiens, s'appliquent sous certaines conditions, c'est-à-dire que, comme un médicament, il y a une posologie, et puis ça dépend du diagnostic. Donc, avant de savoir si il faut poser ce traitement, encore faut-il avoir le diagnostic de la maladie. Hein. Donc, il ne s'agit pas bien sûr du Covid-19, donc on vous a rabattu les oreilles, donc vous voyez à peu près de quoi il s'agit comme maladie, mais de la crise économique. Hein, donc, on va essayer de la caractériser avec Michel. Bon, alors d'abord, hein, quelques points sur les chiffres qui, vous savez, sont assez impressionnants. Là, ce sont simplement les chiffres pour le premier trimestre 2020 dans quelques pays de l'OCDE, notamment la France, en vert, vous voyez. Donc, récession très importante. C'est pareil dans beaucoup de pays, d'accord, hein, Italie, Espagne, etc. Si on prend les chiffres de l'INSEE, vous voyez que là encore, ce n'est que le premier trimestre 2020. Vous avez une baisse du PIB qui est plus importante, hein,
que la crise de 2008-2009. Donc voilà, c'est un choc considérable. En fait, sur un trimestre, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, je crois même qu'en 1929, on n'a jamais vu ça. Donc c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Alors, bon, vous savez à quoi est due cette crise. Elle est due au fait que, bon, il y a un virus qui s'est baladé un peu partout sur le globe, vous êtes au courant, et des mesures générales de confinement ont été décidées par plusieurs États, ce qui a amené à arrêter tout simplement la machine économique. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, il faut bien comprendre ici qu'il y a un agent qui est un peu exogène, c'est-à-dire que c'est le virus. Et puis, il y a la réaction que les sociétés humaines ont vis-à-vis de ce virus. Dans le cas présent, il se trouve qu'on est dans des structures très globalisées. D'accord, je reviendrai là-dessus à la fin, mais nos économies mondiales sont extrêmement indépendantes en termes de transport, de marchandises et de personnes, ce qui veut dire que dès qu'il y a un effet quelque part, ça se répercute, d'autant plus que non seulement les gens voyagent et donc peuvent véhiculer des maladies, mais en plus de ça, les flux de marchandises, ils circulent aussi, et donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, ça a un impact ailleurs. Donc on a des effets qui se combinent pour dire qu'en gros, ce qui n'était qu'une épidémie peut devenir une pandémie du seul fait de structure globale d'une économie très ouverte, très interdépendante, et du fait d'une réaction qui est inédite dans l'histoire, qui veut que quasiment tous les gouvernements du monde, à des exceptions près, ont décidé de confiner les gens, de mettre une quarantaine générale sur l'économie. Donc voilà, donc finalement, c'est une crise assez intéressante parce qu'elle est décidée politiquement. Là, on a une décision politique pour dire, eh bien, on arrête tout et voilà, et vous attendez à la maison. Bon, donc c'est quand même particulier. Hein. Ça n'est pas si souvent le cas quand même. Alors, sur l'impact de cette crise sur l'économie nationale, bon, là, vous avez les chiffres effectivement pour le premier trimestre 2020. Les projections de l'INSEE qui vont être très incertaines pour tout un tas de raisons, puisque ça dépend évidemment de la vitesse de réouverture d'un certain nombre d'activités. Donc, on a entendu que les bars et les restaurants allaient rouvrir là. Et puis, évidemment, des réactions que vont avoir les différents agents économiques à ces réouvertures qui seront progressives. Bon, on est vers des chiffres entre moins 6 et moins 10% du produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moins 6 et moins 10%? Il faut savoir en fait que le produit intérieur brut, c'est la production de richesse, vous le savez, et elle est égale comptablement aux revenus versés à l'ensemble des agents économiques. Ce qui veut dire concrètement qu'en moyenne, le revenu annuel que toucheront un Français cette année sera 10% inférieur, entre 6 et 10% inférieur à ce qu'il était l'année dernière. Alors évidemment, ça ne sera pas de façon égale, puisqu'il y en a qui vont être peu touchés, typiquement ceux qui ont des revenus fixes versés par l'État, à savoir les fonctionnaires par exemple, et d'autres qui vont être très affectés, un certain nombre de salariés du privé qui déjà sont en chômage partiel, comme vous le savez. On peut s'attendre à des vagues de licenciements, probablement très importantes, et également les très très durement touchés. Alors, si je prends un secteur particulier qui nous intéresse en Nouvelle-Aquitaine, par exemple le tourisme, pour que vous représentiez à peu près ce que représente le tourisme, la consommation intérieure touristique, c'est, vous voyez, à peu près 160 milliards d'euros par an. Si vous comptez 2 mois qui disparaissent, d'accord, et probablement une reprise, il va y avoir une reprise du tourisme en juillet-août, mais elle ne va certainement pas se faire à la vitesse des années précédentes. Bon, vous voyez déjà que rien que ça représente un choc important, parce que ça représente, je ne sais pas si vous voyez ici, mais quelque chose comme 7% du PIB. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est plutôt 10-11% du PIB, le tourisme. Donc ça veut dire qu'on va avoir des effets
tout à fait spectaculaire. Alors, je précise que pour l'instant, nous ne voyons pas les effets, ou très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un tas de mesures de chômage partiel qui ont été mises en œuvre. L'État a pris un certain nombre de décisions qui fait que les effets, on sera en régime et d'augmentation assez spectaculaire du chômage. Quand je dis spectaculaire, c'est que si vous dites moins 10% du PIB, bon, entre moins 5 et moins 10, disons 7,5 pour être dans un truc moyen, ça veut dire au moins 4 ou 5 points de chômage en plus, sur le taux de chômage. Donc, vous passeriez au-delà des 12, 13, 14% de la population active. Bon, alors ça, c'est pas joyeux. Alors, pourquoi quelle est la nature de cette crise? Donc, je dis, c'est une décision politique au départ qui fait que on choisit de s'arrêter pour éviter la propagation et pour éviter qu'on soit tous malades et que les services d'urgence de réanimation. Alors, si je dois la traduire dans les termes d'un économiste, la particularité de cette crise, c'est d'être à la fois une crise de demande. Évidemment, vous avez arrêté de consommer tout un tas de choses pendant cette période de confinement, mais c'est aussi une crise d'offre. Donc, c'est à la fois, c'est à la fois des deux côtés que ça se passe, offre et demande. Offre dans la mesure où personne ne pouvait aller travailler pendant 2 mois, sauf ceux qui étaient au front, si je puis dire, et ceux qui pouvaient être en télétravail. Et crise de demande parce que la plupart des commerces étant fermés, beaucoup, eh bien, les gens ont épargné ou sont contentés de consommer des produits de première nécessité. D'accord ? Alors, je m'étais amusé à faire un graphique, je ne sais pas si c'est vraiment très utile, pour vous expliquer comment réfléchissent les économistes à ces questions. Donc, en gros, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'offre globale. Voilà. Donc, c'est un graphique sur un espace entre le PIB et le niveau des prix, l'inflation, si vous voulez, la croissance et l'inflation, si vous préférez. Donc, ça, c'est les conditions de l'offre. Alors, pourquoi elle a cette forme? Je ne vais pas le développer, mais en gros, c'est que s'il y a de l'inflation, si vous voulez, le salaire nominal, le salaire coûte moins cher pour les entreprises, donc c'est plus facile d'embaucher en quelque sorte. Donc ça explique que la fonction d'offre soit croissante. Et puis quand on est au plein emploi, la fonction d'offre, elle ne bouge plus. Grosso modo, on ne peut pas augmenter la production au-delà du plein emploi. Et puis la fonction de demande, c'est la fonction décroissante. Alors elle est décroissante, peu importe pourquoi. Il y a même des débats pour savoir si elle est réellement décroissante. Certains disent qu'elle est croissante ou plate, bon, peu importe. Alors ce qui se passe concrètement, c'est que quand on a un choc d'offre et de demande, c'est que ces deux courbes, on était au point A, vous voyez, on était admettons à ce niveau des prix, à ce niveau de PIB, les deux courbes se déplacent vers la gauche et on se retrouve à un nouvel équilibre au B. Ça dépend en fait. Les prix, ça dépend de la vitesse de déplacement des deux courbes. Si les prix, si la courbe de demande chute plus que la courbe d'offre, les prix baissent, on est en déflation. Si au contraire la courbe de demande baisse moins que la courbe d'offre, eh bien il y a une augmentation des prix. Alors dans le cas présent, ce que vous avez pu voir, c'est qu'il y a des prix qui baissent et des prix qui augmentent en fait. Donc par exemple, avant même la crise, il y avait des prix à la pompe qui baissaient pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a un conflit entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur les pays de l'OPEP, grosso modo sur le pétrole, qui a fait baisser les prix, donc ce qui limite une éventuelle envolée des prix. Mais comme on a eu un choc d'offres, il y a des conditions de production qui se sont détériorées, et donc vous avez des prix, par exemple agricoles, que vous avez pu constater, qui ont augmenté. Donc ça explique que, là on a le niveau des prix global. Dans les faits, les prix ont plutôt baissé en moyenne pour l'instant, donc on serait plutôt plus bas. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça va forcément durer. On n'a pas de certitude sur le fait que la déflation sera encore la règle après. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a en gros visant à soutenir l'activité de différentes façons. Bon, alors on a eu typiquement, le traitement habituel qu'on a pendant les crises, c'est ce qu'on appelle un traitement keynésien qui consiste à déplacer la courbe de demande, soutenir la consommation. C'est la courbe en vert que vous voyez un peu ici.
qui est censé soutenir la croissance. Donc, dans ce cas-là, vous avez un amortissement du PIB et une légère augmentation des prix. Bon, tout ça, ça dépend évidemment de l'ampleur du choc d'offre par rapport au choc de demande. Bon, alors je voudrais insister sur le fait que le choc d'offre est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir pas mal de faillites dans les prochains mois. Donc, ce qui veut dire déjà que l'effet d'entraînement de la relance, il sera limité par ce fait-là. Ensuite, il faut voir aussi la structure de l'économie française. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'en gros, la balance commerciale, la balance des transactions courantes françaises est légèrement déficitaire, mais pas beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de tourisme en fait. Le tourisme est un poids très important dans l'économie française qui fait que, grosso modo, ça limite les déficits commerciaux. Okay. Là, ça va être impacté très négativement. De la même façon, il y a un autre effet qui va être problématique dans les prochains mois, c'est qu'on a mis en place tout un tas de mesures barrières, c'est normal, pour éviter la propagation du virus, ce qui fait que ce qu'on constate déjà, c'est que la productivité risque de ralentir, sinon baisser. C'est-à-dire que actuellement et dans les prochains mois, si on fait une relance, c'est par le ralentissement très fort de la productivité. D'accord. Bon. Alors, autre caractéristique de l'économie française, c'est la part très faible que représente l'industrie dans la valeur ajoutée nationale. On est l'une des économies de l'OCDE qui a vu le poids de son industrie le plus diminuer. D'accord. On a moins d'industrie que l'Italie, par exemple. Et ça explique en partie un certain nombre de déconvenues que vous avez bien vues sur la production de masques, la production de médicaments, etc. etc. Bon, tous les pays du monde sont entrés dans un régime où on parle de chaîne globale de valeur, c'est-à-dire une très forte décomposition des structures productives à l'échelle internationale, globale, en fait. Et il se trouve que la France est l'un des pays qui a le plus réduit la part de son industrie ces 20 dernières années. Donc, ça va être compliqué. Bon, alors malgré tout, il y a eu beaucoup de débats entre économistes ces derniers mois, assez intéressants, sur qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout. Parce que là, on a une récession, on va avoir un déficit public qui explose, puisque l'État se porte garant de tout un tas de choses, aide publique pour les entreprises, pour limiter le nombre de faillites, chômage technique pour maintenir à la fois le salaire d'un certain nombre de travailleurs du secteur privé et là aussi pour ralentir la vitesse de licenciement. Donc, ça a un effet direct, c'est qu'évidemment, la dette publique va très fortement augmenter. Elle va vraisemblablement atteindre entre 115 et 120% du PIB. Elle était à 100% au début de l'année, d'accord, donc 20 points de plus, puisque qui est assez évident, parce que vous avez un ralentissement de 10 points du PIB, et on va mettre des mesures qui vont représenter des sommes assez colossales, entre 5 et 10 points de PIB. Donc, vous faites la somme, vous vous retrouvez très rapidement à une dette publique qui va passer de 100 à 120. Bon, c'est à la louche, bien entendu. Donc, voilà. Donc, typiquement, bon, il y a les premières propositions qui ont été faites. Alors, vous voyez qu'il y a un changement radical de paradigme de tout un tas d'économistes libéraux pendant la période. Ça c'est drôle. C'est-à-dire qu'ils sont presque devenus tous interventionnistes, à part quelques fous furieux. Bon, on a même eu des choses qui auraient fait sourire il y a 6 mois, du genre proposer ce qu'on appelle un quantitative easing for the people, c'est-à-dire une distribution de la création monétaire directement sur les comptes des personnes. Donc, ça a été proposé. Voilà, on a entendu ça. Donc, on a vraiment des propositions très hétérodoxes qui sont proposées par certains. Et alors, en France et aux États-Unis, ce qui
retient beaucoup l'attention, bien sûr, c'est comment on traite déjà cette dette publique. Bon, alors habituellement, dans la théorie économique, on sait comment se traite un problème de dette publique. Il y a plusieurs façons. Il y a la façon très douloureuse qui est l'austérité et ça marche mal, parce qu'en général, vous faites baisser le PIB et vous réduisez les dépenses de l'État, mais en même temps, vous réduisez les impôts et l'activité, ce qui fait que la dette parfois augmente alors qu'elle était censée baisser. Donc ça, en général, ça ne marche pas. Vous avez l'inflation. Bon, ça aussi, c'est relativement douloureux pour certains. Et vous avez deux autres méthodes qui sont celles qui sont discutées actuellement. La première, c'est le rachat de la dette publique par la Banque centrale. Et l'autre méthode complémentaire, c'est l'annulation. J'en profite pour vous la théorie monétaire moderne qui a fait beaucoup d'émules ces dernières années, en particulier aux États-Unis, qui n'est pas une nouvelle théorie en réalité. Elle prétend expliquer la macroéconomie actuelle, voilà. Et surtout, elle a un certain nombre de propositions phares que je vais discuter et critiquer, qui sont de dire la chose suivante. Premièrement, dans un système monétaire souverain, c'est-à-dire quand l'État contrôle sa banque centrale, il n'y a pas de risque de défaut souverain. C'est-à-dire qu'on peut financer les dépenses publiques sans problème, ce qui est vrai. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de financement des dépenses publiques. C'est un truc qu'on sait depuis très longtemps. On le sait depuis les années 40 ou 50. Un économiste s'appelait Abba Lerner qui avait démontré ça. Si, en gros, la Banque centrale soutient l'État, eh bien, la dette publique n'est pas un vrai problème. Alors, ça suppose un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'on soit en régime de change flexible, et puis, bon, quelques autres propositions. Et surtout, bon, voilà, évidemment, quand vous faites une relance, quand on soutient la dette publique, c'est pour faire des relances. Bien évidemment, la relance est limitée par quelque chose qui s'appelle la barrière du plein emploi. Bon, on en est très loin, donc on est content. Enfin, content. On n'est pas content, mais en tout cas, on en est très loin. Donc, quand on se rapproche du plein emploi, vous savez que l'inflation a tendance à augmenter. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il faut s'arrêter de faire de la relance et il faut augmenter les impôts pour compenser, pour ralentir la croissance économique. Bon, l'idée de cette théorie monétaire moderne, très simple, c'est donc en gros de dire, ben voilà, il suffit donc que la Banque centrale rachète les titres de dette publique et on est tranquille, ce qui est globalement, ce qui est assez vrai, hein, concrètement. Bon. Sur le financement de la dette publique, on entend bien. Hein. Bon, alors, du coup, ça a amené un certain nombre de commentateurs alors, ça a amené déjà la Banque centrale européenne, via les banques centrales nationales, à racheter tout un tas de titres de dette publique. Aujourd'hui, la Banque de France, qui existe toujours, hein, je vous signale, elle existe toujours, la Banque de France, possède environ 20% de la dette publique française. D'accord ? Donc, ça a amené certains, encore plus récemment, à proposer l'annulation de la dette détenue par la Banque centrale. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, on disait la Banque centrale peut racheter la dette publique, donc on est sauvé. Et là, il y en a qui proposent un étage supplémentaire à la fusée. On annule la dette qu'a rachetée la Banque centrale. Bon, alors là, je suis désolé, ça va être chiant, mais je suis obligé de vous faire un peu de comptabilité du bilan de la Banque centrale. Alors, le bilan de la Banque centrale se présente comme ceci. Merde, excusez-moi. Merde, excusez-moi. Il a dit merde, excusez-moi. Voilà. Oui, voilà. Excusez-moi. Encore. Le passif, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros ce qu'on appelle habituellement les dettes. C'est là d'où c'est là d'où provient l'argent, d'accord ? Et les actifs, c'est ce qu'on possède, d'accord ? Donc ce que possède la Banque centrale, c'est créances, en quelque sorte. D'un côté, vous avez les dettes, de l'autre, vous avez les créances. Alors, les dettes de la Banque centrale sont très particulières parce qu'il y a essentiellement deux types de dettes. Les billets en circulation, qui ne sont pas véritablement de la dette, c'est de la monnaie. C'est-à-dire, si vous voulez, historiquement, un billet de banque, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'était un titre de dette. C'était un droit
de toucher la monnaie sous forme métallique qui existait dans les comptes des banques privées à l'époque, ou la banque centrale. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est la monnaie réelle. Donc, si vous voulez, c'est une monnaie qui est ce qu'on appelle c'est un passif non exigible. En gros, c'est une dette qui ne coûte rien, les billets de banque pour la banque centrale. C'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'on est très libre, qu'une banque centrale est relativement libre de créer de la monnaie. Ensuite, vous avez d'autres passifs, qui existent sur tous les agents économiques, les fonds propres, c'est-à-dire l'argent qui est amené par l'État dans la banque, plus les profits que réalise la Banque centrale. Alors, la Banque centrale réalise des profits, je vous signale. Et il y a ce qu'on appelle les réserves obligatoires, qui sont en fait des comptes dépôts des banques privées auprès de la Banque centrale. Et c'est des comptes qui sont rémunérés vis-à-vis des banques privées. Ce que vous représentez peut-être pas, mais ce que votre compte dépôt, c'est une dette pour une banque commerciale. Mais de la même façon, les réserves obligatoires, c'est une dette de la Banque centrale vis-à-vis des banques commerciales. Alors en face, vous avez les actifs. Qu'est-ce que finance la Banque centrale? Bon, alors il y a ce qu'on appelle les réserves de change et l'or. Bon, ça c'est en gros les relations extérieures. La dette souveraine qui est rachetée éventuellement et ce qu'on appelle le refinancement aux banques commerciales. La fonction première d'une banque centrale. Apparemment, il y a 39 personnes là. C'est de refinancer les banques commerciales quand elles ont des problèmes de financement. On vous entend, madame. Donc, pardon, excusez-moi. L'idée des collègues qui proposent d'annuler la dette souveraine détenue par la Banque centrale. Oui, que j'aurais dû regarder au début parce que savoir si les gens vont rester, parce que moi, je vais faire autre chose en même temps. Hein. C'est cette ligne. Voilà. Donc, il s'agit d'annuler cette ligne. Comment? Même si tu vas faire autre chose. Oui, bien sûr, je vais être marqué comme regardant. Oui. Voilà. Il a presque fini, hein, parce que tu vois, c'est arrivé là, il a presque fini. Lui, après, je pense que Michel Cabane va le. Voilà. Bon, Oui. voilà. Donc, la dette souveraine, si on l'annule, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'une partie des actifs que détient la Banque centrale sont annulés. En comptabilité, ça a un effet direct. Ça veut dire que ça va réduire une partie du passif aussi de la Banque centrale, plus précisément ses fonds propres. Donc, ça veut dire quoi? Si on annule la dette souveraine détenue par la Banque centrale, ça va générer des capitaux propres négatifs. D'accord? On va avoir un bilan déséquilibré. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir des capitaux propres négatifs sur une banque centrale? Ça n'est pas très grave puisque la banque centrale, l'essentiel du passif de la banque centrale n'est pas exigible. Cependant, j'attire votre attention, quand on rachète des titres de dette publique, mécaniquement, on met de l'argent en circulation. Donc, si l'État rachète la dette souveraine, par exemple, ça veut dire que la dette souveraine est vendue par les banques privées qui se retrouvent avec des liquidités et ces liquidités se retrouvent sur les comptes de la Banque centrale. Ce qui veut dire que l'endettement de la Banque centrale augmente vis-à-vis des banques privées. Alors, est-ce que c'est un problème? Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Je m'explique. Les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs sur les taux de refinancement et le taux de facilité de dépôt. C'est les taux d'intérêt que la Banque centrale pratique. Si les taux venaient à être positifs, ça pourrait devenir un problème. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, on peut s'amuser à le faire, mais il ne faut pas le faire n'importe quand, n'importe comment. Autre point important qu'il faut que vous ayez en tête. Est-ce que ça sert à quelque chose d'annuler la dette détenue par la Banque centrale, la dette publique détenue par la Banque centrale? Bon, alors j'ai fait les calculs. Alors chaque année, l'année dernière, l'État français a versé 35 milliards de charges d'intérêt sur la dette publique. Dette publique à la fois détenue par la Banque centrale et par des agents privés. Donc la Banque centrale détient à peu près 1/5 de cette dette publique, c'est-à-dire à peu près qu'elle a touché à peu près 7 milliards d'euros de charges d'intérêt de la part de l'État. Et dans le même temps, la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de France, a versé à l'État exactement 7 milliards d'euros de dividendes. Ce qui veut dire
que c'est une opération sur le plan comptable qui est nulle. D'accord ? La dette publique détenue par la Banque centrale ne coûte rien, en réalité, à l'État français. Si on devait faire une annulation qui est un effet, une annulation de dette qui est réellement un effet, ben, plus vraisemblablement, il faudrait la faire sur les agents privés. D'accord ? Quand on fait une annulation de dette sur les agents privés, dans ce cas-là, c'est eux qui perdent de l'argent, donc c'est les épargnants, concrètement, qui sont spoliés, en quelque sorte, ou les institutions financières. Bon, donc personnellement, je ne suis pas contre la proposition d'annuler la dette détenue par les banques centrales, mais je ne vois pas l'intérêt, pour être tout à fait clair, de cette mesure. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est assez discuté. Je n'ai personnellement pas de religion en fait, mais je trouve ça un peu étrange, pour tout vous dire. Bon, alors il y a d'autres propositions qui ont été faites. Donc, par exemple, créditer le compte des agents économiques en monnaie centrale, c'est-à-dire on ne passe même plus par l'État pour verser la création monétaire, hein, pour verser par exemple les billets. Bon, alors ça suppose des conditions qui ne sont pas respectées pour le moment. C'est-à-dire qu'il faut déjà que les agents privés, qui ne sont pas les banques, c'est-à-dire tous les citoyens, aient un compte auprès de la Banque centrale, ce qui n'est pas le cas. On pourrait le faire, mais sur le plan technique, évidemment, ça va poser quelques difficultés. Ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est qu'en réalité, si on fait ce qui ressemblerait à un revenu universel financé par la Banque centrale, eh bien, finalement, tous les agents bénéficieraient de la même augmentation de leurs revenus, hein, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Mais il faut comprendre aussi qu'actuellement, quand on a un déficit public de, je ne sais pas combien de pourcents, qui est très important cette année, hein, probablement plus de 10%, et qu'il est en fait soutenu indirectement par la Banque centrale, ça ne change pas grand-chose en fait. Qui plus est, sur le plan légal, si on verse la monnaie directement sur le compte des agents, ça relèverait en quelque sorte d'une politique budgétaire, d'accord, mais qui serait menée par la politique monétaire. Dans les faits, ça revient à peu près la même chose à faire des mesures redistributives menées par l'État et qu'ensuite l'État soit soutenu par la Banque centrale. Donc, personnellement, je ne vois pas vraiment d'intérêt à ça. La seule mesure éventuelle qui pourrait avoir un intérêt, à mon avis, mais qui n'est pas faisable à court terme, c'est la création de ce qu'on appelle une monnaie digitale de banque centrale. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de créer l'équivalent d'un bitcoin public, un bitcoin, un bit euro, appelons ça comme ça, qui serait émis par la Banque centrale sans dette. C'est possible. Ça, c'est tout à fait faisable sur le plan technique, mais il faut le faire il faut faire l'algorithme pour ça. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Donc, ça ne se fera pas tout seul. Bon, alors, j'attire votre attention que ça ne résout pas nos problèmes d'offres. Tout ça, ça permet de vivre un petit peu et de permettre la relance, mais en réalité, il faut bien voir que pendant cette période, tout un tas d'agents ont accumulé de l'épargne, donc ils vont de toute façon pouvoir à nouveau consommer, mais toutes les activités vont se rouvrir très progressivement. C'est-à-dire que, comme il y a la productivité qui ne va pas être au niveau attendu, que les échanges commerciaux vont certainement être quand même impactés, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas les frontières se rouvrir très, très rapidement, mais très progressivement, eh bien, si relance il y a, il ne faut pas s'imaginer qu'elle permettra rapidement de retrouver le niveau du PIB d'avant la crise. C'est-à-dire que peut-être qu'elle amortira le choc, mais à mon avis, pas beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, se posent alors plusieurs questions à plus long terme. Bon, il y a une question qui est bien sûr comment éviter que ce soit les plus pauvres qui subissent le plus les effets de la crise, bien entendu. Et puis, comment éviter les problèmes industriels qui nous ont amenés jusqu'ici. Bon, il va falloir se poser la question du politique industrielle. Je ne vais pas développer ce point, mais en tout cas, ça pose tout un tas de difficultés parce qu'il y a tout un tas d'instruments qui sont interdits dans les traités européens pour mener la politique industrielle, notamment une politique dite de relocalisation. Hein. Mais bon, si vous voulez, personnellement, je connais un peu l'industrie pharmaceutique, je peux vous parler de ça assez facilement si vous avez des questions dessus. Et puis, il y a la question de la fiscalité. D'accord ? Parce que, évidemment, il faut essayer de faire en sorte que le poids
de la récession ne soit pas sur les épaules des plus démunis. Donc, il faut s'attaquer, enfin, il faut alléger la barque, en quelque sorte. Bon, alors, je vous ai trouvé les chiffres de ce que représentent les 1% les plus riches dans le revenu national, avant impôt, je précise. Donc, à peu près, vous voyez qu'en France, avant impôt, les 1% les plus riches touchent environ 10 points du revenu national. Après impôt, c'est un peu moins. Hein. Donc, on va être plutôt, vraisemblablement, je pense, autour de 7 ou 8 points. Si on prend les 10% les plus riches, vous voyez à peu près ce que ça représente, les niveaux de revenus, les 10% les plus riches. En fait, les 10% des plus riches, c'est à partir, vous voyez, après impôts et prestations sociales, de 3 100 € par mois. Et là, on est à quelque chose comme environ 25 ou 30% du revenu national, je crois. Donc, ce qui veut dire que si on veut quand même éviter que les plus pauvres ne subissent plus la crise, personnellement, je pense qu'il va falloir que ce ne soit pas seulement les 1% qui soient affectés, mais les 10%. Parce que 1%, vous voyez, si c'est moins de 10 points, ça ne suffit pas concrètement pour amortir le poids de la crise. Donc, très vraisemblablement, c'est les 10% les plus riches, à mon avis, ça c'est mon point de vue, hein, voilà. Il est tout à fait discutable et je ne prétends pas que c'est une solution miracle, loin de là, pour amortir le choc. Alors quand même, dernier point, parce que, et après je laisse Michel réagir ou compléter, du fait de cette récession et des plans qui ont été mis en œuvre, on va se retrouver, chiffre intéressant, et donc qui peut être aussi inquiétant si on l'interprète sur le logiciel que peuvent avoir nos élites politiques, les dépenses publiques risquent de représenter à peu près 70% du PIB national. D'accord ? Aujourd'hui, elles sont à peu près, ouais, ici, pardon, hop. Actuellement, elles sont à 56% à peu près. Plus les surcroîts de dépenses supplémentaires, on risque d'avoir 70% de dépenses publiques. Alors, ce n'est pas une part du PIB, il faut bien comprendre, mais par contre, ça représente quand même quelque chose. Et c'est un chiffre symbolique. Donc, 70%, il y a fort à parier que certaines de nos élites aient quelques idées sur la réduction des futures dépenses publiques. Alors, par chance, par chance, c'est pas par chance, mais comme on a vu quand même qu'il fallait soutenir les services publics, je ne sais pas si politiquement ils pourront s'amuser à attaquer, si je puis dire, à l'os, mais malheureusement, ils risquent d'être très tentés. Donc là, il faudra être très vigilant les prochains mois, d'autant qu'on va être dans une situation compliquée parce qu'on est à moitié confiné, donc les mouvements sociaux sont un peu... Donc, excusez-moi, c'était long. Peut-être que Michel voudra compléter par quelque chose. Je vais essayer de sortir du partage d'écran. Alors, comment on fait pour sortir du partage d'écran? Arrêtez. Voilà. Michel? Bien. Eh bien, tu ne seras pas surpris si je te dis que je suis globalement d'accord avec la plupart des analyses que tu as présentées, aussi bien pour les dimensions de cette crise que pour la manière dont tu as envisagé un certain nombre de solutions pour y faire face. Alors, en ce qui concerne les dimensions de cette crise, j'ajouterai simplement qu'on sait maintenant l'ampleur de la montée du chômage sur le deuxième mois du confinement, puisque c'est de plus, en termes de demande d'emploi, de fin de mois, plus 843 000 à la fin avril par rapport à la fin mars, qui s'ajoute aux plus
226 000 de fin mars par rapport à fin février, ce qui nous donne plus sur 3 mois, entre fin janvier et fin avril, plus 1 65 000 demandes d'emploi de fin de mois de plus, c'est-à-dire plus 30%. Plus 30% en 3 mois. On sait ça depuis hier. Les statistiques ont été données par la DARES. Ce qui nous a amené à fin avril à 4 575 000 demandes d'emploi. On n'a jamais eu ça, je crois, en France. Donc, ça c'est pour une illustration supplémentaire des divers aspects de cette crise. Donc, ça signifie que à la fin de l'année, on risque de se retrouver avec une chute du PIB qui était prévue à 8%, mais il y a des estimations, dont le XERFI qui vient de donner son estimation, qui atteint 9,8%, je crois, donc pas loin de 9,6%, pas loin de 10%. Vraiment, on est dans une situation extrêmement préoccupante, bien entendu. Alors, sur le double aspect crise de la demande et crise de l'offre, je suis bien entendu tout à fait d'accord, puisque dans le premier temps, il y a eu à la fois une chute de l'offre et une chute parallèle de la demande, lorsque nous étions tous confinés, avec simplement la compensation sur les revenus disponibles des agents par l'État, mais qui a donné essentiellement de l'épargne supplémentaire pendant ce 2 mois, puisqu'on ne pouvait pas les dépenser. Et le problème, c'est maintenant de voir dans la deuxième phase comment ça va s'opérer. Dans le schéma qui était prévu en V, on aura de toute façon un schéma en V, simplement la deuxième branche du V risque d'être avec une pente beaucoup plus faible que la première pente négative du V. Et donc tout le problème, c'est de savoir l'ampleur de la pente de la deuxième partie du V. Et là, on s'achemine vers une reprise, mais considérablement ralentie. À partir de la fin de ce mois-ci, jusqu'à la fin de l'année, et également sur l'année suivante. Et d'après les premières estimations, mais évidemment tout ça va être revu à mesure qu'on va avancer dans le temps, on a une croissance sur l'année 2021 dont l'ampleur va être légèrement inférieure à la chute de la production sur l'année 2020, de sorte qu'au moins en France, on risque de se retrouver au 31 décembre 2021 avec un PIB inférieur à celui du 31 décembre 2019. Voilà pour fixer un peu les idées. Donc évidemment, avec un tel contexte, dans le système économique capitaliste que nous connaissons, il n'est pas question que l'emploi soit épargné, et l'emploi sert évidemment de variable d'ajustement, même si le chômage partiel a limité partiellement les dégâts pendant 2 mois. Et donc, cette dualité entre crise de l'offre et crise de la demande, on va la retrouver dans un second temps. Dans un second temps, on va avoir à la fois des possibilités de produire qui vont progressivement augmenter, mais à un rythme ralenti, et une demande qui va progressivement augmenter au rythme de la diminution de l'épargne constituée pendant les 2 mois de confinement. Et donc, on va voir les 2 choses, mais en même temps, si on regarde les choses, je suis d'accord avec toi lorsque tu mets l'accent sur la question de l'offre, c'est qu'on va avoir des premières conséquences du Covid-19 sur les structures productives, avec ce choc de productivité négative qui va résulter de la pénétration des normes sanitaires et de toutes les normes dans l'organisation de la production. Et donc, on va avoir des gains
des possibilités de profit des entreprises qui vont être forcément diminuées. Et ce manque à gagner pour les entreprises va s'ajouter au manque à gagner pendant les 2 mois de confinement. Donc, ce choc de baisse de productivité va se traduire par un choc sur la rentabilité. Et dans le système que nous connaissons, le choc sur la rentabilité, ça va impliquer du côté des entreprises une volonté de reconstituer les marges. Et pour reconstituer les marges, évidemment, se pose le problème de la gestion de la force de travail, à la fois sous l'angle des effectifs, du temps de travail par travailleur et du niveau de salaire. Donc, on peut s'attendre à toute une série d'attaques, de prolongements d'attaques dans l'esprit néolibéral. Alors, tout ce que je viens de dire ne fait que prolonger un peu ce que tu as dit sur l'analyse de cette crise. Alors, ce qui apparaît, et là je commence à aborder la question du keynésianisme, ce qui m'apparaît, et je crois qu'on est bien d'accord, c'est au fond que les élites, entre guillemets, qui nous gouvernent, eh bien, elles n'ont pas du tout hésité à employer les grands moyens pour soutenir les revenus, c'est-à-dire pour offrir une capacité de réaction de la demande. Et de ce point de vue, il y a une similitude quand même avec ce qui s'est produit il y a 10 ans, au moment de la crise 2008-2009. Souvenons-nous de l'importance de l'orthodoxie à la fois sur le plan monétaire et sur le plan budgétaire, particulièrement en Europe avec l'influence de l'ordolibéralisme à partir de l'Allemagne, mais pas seulement. Et nous avions eu, au dernier trimestre de 2008, un changement de cap en ce qui concerne la politique monétaire qui avait bien entendu commencé bien avant aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas prisonniers de dogmes, mais même la BCE avait changé de cap. Et là, rebelote, on a eu la BCE qui s'est, mais il y avait eu la pratique Draghi qui avait habitué les esprits, mais là, il n'y a eu aucun problème, il n'y a eu aucune véritable discussion. Et simultanément, il y a eu, toujours pareil, en temps de crise aiguë, il y a eu la décision des dirigeants de faire de la relance en fait budgétaire en soutenant le revenu des ménages, le revenu des entreprises. Alors c'est le chômage partiel en France, etc. Mais l'Allemagne avait déjà fait ça il y a 10 ans. Et donc tout ça est passé comme une lettre à la boîte. Et la nouveauté par rapport à la crise de 2008-2009, me semble-t-il, c'est que on a une politique de soutien monétaire et de soutien budgétaire, dépenses publiques, pendant la phase aiguë de la crise, mais on s'achemine vers un prolongement de la politique d'expansion monétaire par la BCE, c'est-à-dire que Lagarde s'inscrit dans le sillage de Draghi pour l'après-confinement de cette crise, et alors on s'achemine aussi vers des politiques budgétaires de soutien, parce qu'on a pu lire d'ailleurs dans toute une série d'articles de la part de gens plutôt traditionnellement orthodoxes, on avait les propos d'après lesquels il ne fallait pas recommencer la bêtise qui a été faite en fin 2010, 2011 et 2012, à savoir le tournant des politiques budgétaires dans le sens de l'austérité en Europe, politiques dont on s'accorde à dire qu'elles ont bloqué la reprise au cours des années 2011-2012 avec toute une série de conséquences. Et donc, d'où le changement de point de vue d'ailleurs de l'Allemagne qui en fait est l'axe stratégique de l'Europe, on le sait bien, mais on a vu qu'au sein des élites économico-financières et politiques de l'Allemagne, on a un changement de cap qui a été pris par Madame Merkel. Bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord, mais ce changement de cap me paraît significatif sur l'adoption d'une vision de fait macroéconomiquement keynésienne par rapport à cette question qu'on peut dire conjoncturelle, mais là on est quand même un peu au-delà de la conjoncture, puisqu'il s'agit de la période post-confinement,
C'est-à-dire qu'on s'achemine probablement vers des politiques de soutien, au moins, à mon avis, jusqu'à la fin de 2021. Bon, on verra bien la suite. Bien entendu, il ne faut pas être dupe, ça va donner lieu à de sérieuses discussions au niveau des milieux politiques, économiques et financiers par la suite, lorsqu'on va voir que l'endettement, etc., on est bien d'accord. Alors, il me semble qu'on peut dire que le keynésianisme a gagné, après cette double expérience de 2008 et de 2020, a gagné par rapport à l'orthodoxie dans ses doubles composantes monétaires. Alors sur le plan monétaire, c'est évident, mais j'ajouterais même budgétaire, et ça c'est en train de s'opérer, probablement essentiellement au niveau de l'Allemagne. On va voir si c'est définitif ou pas, et que ça me paraît assez important pour bien situer les points de vue de gauche par rapport à la question des débats traditionnels dans lesquels les plus vieux d'entre nous avons été impliqués depuis les années 60-70 entre keynésiens et monétaristes. Je veux dire que ce débat qui a été en toile de fond de tous ceux qui parmi nous avons enseigné l'économie, au fond, c'était relativement confortable pour nous d'être keynésiens par rapport aux monétaristes. Moi, je dois dire, comme j'avais les cours de politique éco à assurer à la fac, Jean-Marie le sait bien, on se faisait plaisir en montrant que les thèses orthodoxes ne tenaient pas la route, etc. Mais là, maintenant, ce qui m'apparaît, c'est que les milieux dirigeants ont accepté ces idées. Et ça ne veut pas du tout dire, et pour moi c'est peut-être plus important, ça ne veut pas du tout dire que le néolibéralisme a reculé. C'est-à-dire que je crois que ce qui est en train de se produire montre bien la dissociation entre l'aspect politique structurel et l'aspect politique de régulation macroéconomique. Cette dissociation qui était évidente lorsqu'on examinait l'histoire des politiques économiques des deux côtés de l'Atlantique, les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre, on voyait bien que les plus néolibéraux n'étaient pas forcément les plus orthodoxes, et réciproquement, qui avaient des choix croisés. Et je crois qu'on est en train de retrouver cette idée, c'est que le néolibéralisme est fondamentalement une approche qui met en cause les politiques structurelles, et pour cause, puisque ça met en cause les structures de l'économie et les comportements liés à ces structures. Je crois donc que ça, c'est un des enseignements qui me paraît être confirmé et qu'il faudrait peut-être développer entre nous pour bien voir le rapport au keynésianisme, etc. Alors, je ne veux pas être trop long. Tu as ensuite abordé la question évidemment des solutions, des propositions. Alors, tu as fait allusion à la nouvelle théorie monétaire. Tu l'as replacée par rapport à l'approche de la finance fonctionnelle de Lerner. Et pour moi, c'est très intéressant de faire ce rapprochement, parce que il y a quelques années, on avait essentiellement comme application, à mon avis, comme application du keynésianisme à la politique de régulation macroéconomique fondée sur les deux outils monétaires et budgétaires, on avait essentiellement la finance fonctionnelle, donc qui remonte à Lerner 1943, c'est-à-dire en gros la subordination de la politique monétaire à la politique budgétaire, elle-même, politique budgétaire visant le plein emploi, pour résumer. Bon. Et donc, on n'a pas, dans cette logique, on n'a pas à s'occuper de la moindre orthodoxie monétaire, ni non plus de la moindre orthodoxie budgétaire. Et pour moi, ça m'a toujours paru être un élément tout à fait essentiel dans une approche un peu sensée de la macroéconomie et de ce qu'il faut faire pour atteindre ou maintenir le plein emploi. Alors, la nouvelle théorie monétaire, effectivement,
me paraît être dans ce sillage, elle va quand même plus loin, et notamment tous ceux qui, à partir de la nouvelle théorie monétaire, font des propositions allant jusqu'à, par exemple, annuler les créances détenues par la Banque centrale sur l'État en termes d'effets publics. Et là, on est dans, je dirais presque, l'ultra-keynésianisme, c'est-à-dire, dans ce cas, on arrive à l'idée qu'on peut, au-delà de la question des intérêts qui peuvent perturber les politiques, mais là, on en vient à l'idée de la possibilité d'annuler carrément la dette. Alors là, je dois dire que j'étais assez surpris par ces propositions. À partir du moment où j'ai toujours pensé, moi, que dès l'instant que les politiques monétaires étaient subordonnées aux politiques budgétaires, mais au fond, on avait fait l'essentiel. On avait fait l'essentiel, ce qui suppose évidemment une certaine capacité d'action de la Banque centrale et une subordination de la Banque centrale aux États, ce que pour moi a toujours été tout à fait essentiel. On doit absolument lutter, on devait lutter dès le début contre la thèse de l'indépendance de la Banque centrale. Alors, par exemple, l'annulation de la dette, ça, je crois que tu as bien montré que ça avait des effets relativement limités à partir de ta représentation du bilan de la Banque centrale. Cela dit, ça peut avoir un effet d'affichage qui n'est pas sans intérêt dès l'instant où le ratio de dette publique par rapport au PIB fait l'objet des débats publics. Et de manière obsessionnelle, quoi, hein, et ça a pénétré les médias, le journalisme, etc. Effectivement, si on peut afficher un ratio, même si c'est ridicule le rapporter au PIB, on est bien d'accord, mais si on peut afficher un ratio qui soit plus faible, peut-être que ça peut avoir des conséquences positives en termes de diminution de la pression médiatique et sociale sur la politique à mener. Mais ça, c'est un premier point qui me ferait aller plutôt dans ce sens. Cela dit, il y a un deuxième aspect, et je terminerai par là, qui m'amène un peu à être sur la réserve, mais c'est un aspect qui n'est pas technique, mais qui est plutôt politique. Je crains un peu que l'accumulation de toute une série de propositions de ce type, eh bien, ce soit une manière de reporter à plus tard des débats de fond qui concernent en fait les rapports de classe dans la société. On a par exemple la question de la transition écologique qui est tout à fait fondamentale. Bon, bien qu'on le veuille ou non, cette transition, si on considère qu'elle doit s'opérer, et là je vais au-delà du Covid, mais en introduisant le Covid, à mon avis, ça aggrave la situation. Si on considère que cette transition doit être financée, eh bien, ex post, ça sera toujours des financements qui viendront de telle ou telle catégorie sociale. Et je ne voudrais pas que, en présentant des solutions, encore une fois, qui peuvent avoir un intérêt d'affichage, je ne conteste pas cet intérêt, mais je ne voudrais pas que ce soit un moyen de reporter à plus tard des débats qui me paraissent devoir, au contraire, être avancés dans le temps. Parmi les débats à avancer dans le temps, je citerai notamment la question du partage entre les besoins essentiels et les autres, de ce que doit devenir la hiérarchie des revenus. Tu as fait allusion et tu as cité un certain nombre de chiffres. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les 1%, il faudra les mettre en cause, mais ça ira bien entendu au-delà des 1%. Et donc, je crois que ces débats, et aussi le débat sur le partage entre les besoins privés et les besoins collectifs, c'est encore une autre dimension. Tout ça doit être mis sur la table, et me semble-t-il, dès aujourd'hui.
Alors, je ne suis pas contre de débattre toutes ces questions, annulation de dette, monnaie hélicoptère, tout ça, bon, ça peut être intéressant, mais pour moi, l'essentiel ne se situe pas là. Voilà ce que je dirais. Mais encore une fois, je te remercie pour ton exposé introductif qui a bien fixé les idées. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose, évidemment, c'est que d'autres prennent la parole parmi les personnes ici présentes. N'hésitez pas à vous manifester. Et un certain nombre d'entre vous peuvent éventuellement donner un avis ou participer à la discussion, à l'échange, à partir justement des questions que Michel vient de mettre un petit peu en avant sur le débat sur l'après, quoi. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y aura un impôt Covid comme éventuellement il y a eu l'impôt sécheresse? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y aura une augmentation de la fiscalité. Ça, la question, c'est quand? C'est-à-dire que probablement pas à court terme, mais enfin, Alors, ça va être difficile pour eux de demander une réduction drastique des dépenses publiques dans les 1 ou 2 prochaines années. Drastique, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réduire certains budgets. Attention, soyons très clairs, s'ils peuvent grappiller quelques sous par-ci par-là, ils le feront. Mais globalement, ce sera difficile de réduire des services publics qui sont déjà bien attaqués, et je pense que l'opinion publique va se répondre. Donc, ça veut dire qu'il y aura, à mon avis, vont être obligés d'augmenter les impôts qu'ils avaient commencé à diminuer, ce qui est très très drôle. Bon, pardon. Comment on fait pour demander la parole? Marie, vas-y. C'est à moi? Oui. Bon, merci Mathieu, merci Michel, c'est toujours un plaisir de vous écouter. J'ai deux remarques, questions. La première, Mathieu, tu as beaucoup insisté sur une crise qui avait été décidée politiquement. Alors, j'ai tout à fait bien compris là ce que tu voulais dire. Néanmoins, je me dis que cette formulation, elle pourrait être dangereuse, ou en tout cas trop ambiguë pour être bien comprise. Et c'est la même chose pour l'expression crise d'offres et l'expression crise de demande. Parce que ces vocabulaires-là, ils sont liés à des situations économiques tout à fait différentes de celles à laquelle on assiste. Et donc, reprendre le même vocabulaire de choc d'offres et de choc de demande, dont on a l'habitude de les appliquer pour ce qu'on appelle des variations de la conjoncture, à mon avis, ce n'est pas un bon parti de pris. Parce qu'il faut quand même toujours dire que cette crise sanitaire, elle est venue sur fond d'une crise du capitalisme mondial qu'il faut garder en mémoire. D'abord, le fait que les pandémies proviennent très certainement maintenant de ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire passage de l'animal à l'homme, à cause de la déforestation, etc., etc. On sait ça maintenant. Et puis, bien avant la crise actuelle, la suraccumulation de capital, la surproduction qui touche tous les secteurs industriels dans le monde, c'est sur ce fond-là que s'est produite cette crise sanitaire. Je crois que c'est la raison pour laquelle, moi, qui me ferait hésiter de caractériser ça comme une crise d'offres et de demande, même si j'ai bien compris ce que vous avez dit l'un et l'autre. Donc, parce que surproduction, suraccumulation de capital, ça veut dire en fin de compte que la rentabilité du capital, elle n'est pas si florissante que cela. Et comment le capitalisme s'en sort depuis l'époque du néolibéralisme? Par la fuite en avant financière. Et donc, par la fuite en avant financière ou par la captation de valeur économique, parce qu'il y a une monopolisation sur tous les grands marchés mondiaux qui est extraordinaire. Et le mouvement de concentration ne s'arrête pas, au contraire. Bon, bref, je pense que là, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, et je l'avais développé là il y a un mois quand j'étais venu là aussi. Bon, la deuxième question que je voudrais poser, ou deuxième remarque, question, concernant l'inventaire des solutions que tu as fait, Mathieu, à mon avis, tu as laissé de côté une solution qui mérite d'être discutée. Et je pensais qu'après avoir parlé de la théorie monétaire moderne, tu aurais pu y faire allusion.
c'est sur ce qu'on appelle la monétisation des dépenses publiques, c'est-à-dire le financement direct des dépenses publiques et surtout des investissements publics de transition par la Banque centrale et pas simplement le rachat sur le marché secondaire. Et donc, parce que ça mérite une vraie discussion. Et moi, je pense que la période que nous venons de vivre, elle est extraordinaire parce que des débats totalement interdits commencent à revenir sur la table. Et ce n'est pas un hasard si la Cour constitutionnelle allemande a tiré la sonnette d'alarme du point de vue allemand. Et le bilan de la Banque centrale que tu montres là de manière schématisée, Mathieu, eh bien, les Allemands, comme ils sont commercialement excédentaires, eh bien, ça veut dire que quand ils vont convertir les dollars qu'ils vont ramasser ou les devises de manière générale, eh bien, c'est de la création de monnaie. C'est la création de monnaie, c'est l'une des contreparties de la masse monétaire, c'est justement les créances sur l'étranger. Et donc, il y a une création de monnaie en Allemagne dont les autres pays sont complètement privés. C'est pour ça que la question de la monétisation, donc du financement direct de dépenses publiques et surtout des investissements de transition, à mon avis, il faut au moins discuter, même si ce n'est pas non plus la solution miracle. J'ai bien aimé la conclusion de Michel, mais là aussi je me demande s'il ne faudrait pas la nuancer un petit peu. Le keynesianisme a gagné contre les néolibéraux les plus orthodoxes, ça oui. Mais est-ce que le keynésianisme n'est pas en train de perdre la partie, justement, si on a à résoudre non pas une crise conjoncturelle, mais une crise structurelle, systémique, dans laquelle il y a la question sociale et la question écologique qui maintenant sont tellement liées que les médicaments, pour reprendre le mot qu'employait Mathieu aussi, les remèdes keynésiens traditionnels, en tout cas, à mon avis, je suis de plus en plus convaincu qu'ils ne sont pas partagés, qu'ils ne sont pas, je veux dire, adaptés. Merci. Je termine. Les débats fondamentaux que Michel a soulevés, je partage à 100% cette idée-là, mais je pense qu'ils ne sont pas reportés à plus tard, ils sont là, mais il faut enlever tous les voiles qu'il peut y avoir dessus, parce que la question du temps de travail, eh bien là, c'est parce que vous voyez la propagande en faveur de l'augmentation du temps de travail qui est en ce moment, la question de l'augmentation des salaires du cœur même du prolétariat aujourd'hui, c'est-à-dire les métiers les plus pénibles et les métiers les plus productifs finalement, eh bien, je pense que là, on y est en plein. Je ne crains pas trop que ces débats-là disparaissent dans la période actuelle parce que là, je pense dans cette période-là, je pense qu'il peut se produire un saut qualitatif dans la prise de conscience de cette globalité de la question sociale actuellement. Avant de passer la parole à Michel et à Mathieu, je vais vous donner quelques questions qui ont été évoquées. Quel comportement, rôle, incidence des bourses et de la spéculation sur la situation économique, Diane? Effectivement, on l'a peu évoqué, vous l'avez peu évoqué ce soir. Une autre question, c'était Jean-Pierre, je crois, qui voulait parler de quid de la transition écologique, compte tenu de la situation. Alors, ce n'était pas Jean-Pierre, mais non, c'était Juanita. Comment peut-on envisager les impacts de la transition écologique, barrière du plein emploi, dites-vous, les agriculteurs, manque de bras, la diminution de la pollution impacte-t-elle sur le PIB? Ne pourrait-on pas passer à un indicateur plus fiable pour guider les lecteurs? Et donc, une dernière question, Jean-Pierre, effectivement, ce n'était pas toi qui l'avais dit, et puis ensuite je redonne la parole d'ailleurs à Michel, à Mathieu, et puis à d'autres qui, dans la salle, peuvent aussi demander et intervenir de manière complémentaire. Jean-Pierre. Oui, alors, moi, c'est en fait, c'est autour de la question qui a été lancée par Mathieu sur celle de l'offre et de la demande. Alors, une première question, c'est autour du soutien à la consommation qui a été évoquée. Alors, la question, je la pose à nos économistes, c'est la limite, là où les limites de la relance par la consommation, par le soutien à la consommation, et notamment une des propositions qui a été mise récemment, pas très récemment, ce sont les primes à l'achat, notamment pour le secteur de l'automobile. Ce qui est derrière ça, pour revenir à la question, c'est quel secteur faut-il soutenir
est-ce que voilà, on ne reproduit pas une relance de la consommation sur des bases, on va dire, de l'économie d'avant Covid? Ça, c'est la première question. Alors, l'autre, c'est dont Jean-Marie Arrivet y a fait allusion, c'est faut-il s'attendre à une hausse significative du temps de travail? Serait une façon déjà avancée par le patronat pour effectivement compenser la baisse annoncée de la productivité, ce qu'a annoncé Mathieu. Et la troisième, c'est la question de notre production, bon, puisque les chiffres donnés, c'est que nous sommes un pays dont la production industrielle est relativement faible en Europe. C'est la question de la limite, de la réalité et de la limite du rapatriement des productions qui ont été délocalisées pour soutenir l'emploi national. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Je vois oui, il y a plusieurs volets. Quelques questions complémentaires. Est-ce que ça signifie qu'on va assister à l'arrêt des politiques d'austérité, compte tenu de ce que vous avez dit concernant le virage de l'Allemagne ou ce qui est en train de se produire en France? Assiste-t-on à un renforcement de l'État social ou est-ce que c'est tout autre chose dont il s'agit? Il y avait une autre question. Y a-t-il un retour de la planification? Voilà, mais écoutez, Mathieu, Michel. Oui, alors ça a demandé beaucoup de temps, parce que beaucoup de questions qui sont très légitimes et très compliquées. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Si j'en oublie, il ne faut pas hésiter à me les rappeler. Alors, d'abord, sur le commentaire de Jean-Marie, sur le fait que que l'épisode Covid est bien sûr pas seulement un choc, si je puis dire, conjoncturel, mais s'inscrit sur une trajectoire plus longue. Alors oui, bien entendu, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire de l'allumette et de la dynamite. Donc il y avait des conditions favorables à ce qu'un événement de ce type-là prenne les proportions qu'il a pris dans la structure de l'économie globale telle qu'elle est. Pas certain que dans une économie beaucoup moins internationalisée, le fait que sur un marché on bouffe du pangolin, c'est un impact sur le reste du monde. Vous voyez, il se trouve que ça a un impact parce qu'on est dans une économie globalisée. Et donc c'est des choix politiques, d'accord, qui ont été faits depuis 40 ans et qui n'ont pas été remis en question. Ils ne sont juste aujourd'hui, commencent à être remis en question, si je puis dire. De la même façon, sur ce que tu disais sur les taux de rentabilité, alors pendant que tu parlais, j'ai essayé de chercher les chiffres, donc je vais essayer de vous les partager. Alors, comment on fait le partage déjà? Partage d'écran, c'est comme ça. Ah non, j'ai plus le droit. Enlever les droits, Dominique, c'est pas grave. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que, grosso modo, c'est vrai qu'il y a une crise de rentabilité, particulièrement en France. C'est-à-dire que… alors, attendez, j'ai retrouvé les droits, donc je vais les partager. Donc là, ce sont les chiffres, donc il faut regarder le bleu. Hein. Le taux de profit des sociétés non financières, donc des entreprises en dehors des banques et institutions financières, assurances, etc. Avant donc, cette crise, on a un déclin de la rentabilité du capital en France, ce qui, à mon avis, est un signe d'affaiblissement du système productif français. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le taux d'investissement n'a pas diminué sur la période. C'est-à-dire que les entreprises ont maintenu un effort d'investissement, particulièrement en informatique, assez important, mais qui n'a pas porté ses fruits. Donc, on a vraiment ici un problème de productivité, tout simplement, de l'efficacité productive du système. Bon. Sur les États-Unis, avant la crise, c'est ça. En fait, les taux de profit ont moins baissé aux États-Unis. En fait. Ils se sont quand même maintenus. Simplement, ils étaient vous voyez ici, à partir de 2009, ils sont quand même dans une trajectoire de dégradation.
même si sur très longue période, vous voyez qu'il est le taux de profit après impôt est à peu près à peu près plat, quoi. Enfin, évidemment avec des fortes fluctuations. Bon, j'exagère quand je dis plat. Donc oui, entre guillemets, j'ai utilisé volontairement choc d'offre, choc de demande pour souligner qu'il y a deux effets. Enfin, il y a deux choses qui se passent en même temps, et que mon objet, c'était de dire que le keynésianisme n'y suffirait pas, et il n'y suffit pas parce qu'il y a une crise du système productif, quoi, en gros. Et donc cette crise du système productif, elle est pas seulement en France, elle est liée à l'organisation générale des chaînes globales de valeur et le type d'insertion internationale que la France a choisi, mais d'autres pays aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Oui, alors justement sur les chaînes globales de valeur, je reviens sur la question qui a été posée par Jean-Pierre, je crois, sur est-ce que la relocalisation, etc., quelles mesures, est-ce que c'est possible, machin bidule, on peut toujours faire des choses. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, déjà, il va y avoir des relocalisations qui vont presque être spontanées, du seul fait qu'on a été obligé de fermer les frontières de fait. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, on a été obligé de fermer en partie les frontières. Donc, il y a certaines entreprises qui ont déjà décidé, si je puis dire, de repenser leur localisation. Voilà. Mais les choses sont très compliquées parce que quand on dit relocalisation, ici, il faut bien voir qu'il y a c'est une chaîne extrêmement complexe à l'échelle mondiale. Il y a un nombre d'acteurs incroyables. Et par exemple, j'ai été interviewé la semaine dernière sur un truc sur faut-il nationaliser l'industrie pharmaceutique? Bon, question que se pose légitimement tout le monde face aux problèmes qui se posent actuellement. Moi, je dis oui, pourquoi pas, si vous voulez. Mais Sanofi, c'est 3/4 des salariés sont à l'étranger. Ils ne sont pas français. L'essentiel des sociétés, du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques en France, il n'est pas fait par les sociétés françaises. C'est fait par les sociétés américaines, suisses et Sanofi, bien sûr, qui est une grosse entreprise. Donc, oui, on peut le faire, mais ça pose tout un tas de difficultés. Et il faut voir aussi que la relocalisation peut avoir un coût. Ça ne se fera pas forcément à coût nul. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu globalisation des chaînes de valeur, c'était aussi parce que ça permettait de réduire certains coûts qui ont pu se traduire par des baisses de prix pour certains produits. Donc, si on relocalise, ça voudra dire qu'on accepte, et c'est un choix politique aussi, d'avoir une croissance plus faible. Voilà. Et ça peut se défendre, mais il faut quand même mesurer. Ce n'est pas du tout simple ce que ça implique en termes de niveau de vie pour certains. Alors, ça me fait penser à la question qui portait sur les indicateurs de bien-être. Voilà. Alors ça, c'est un débat qui est vieux, je ne vais pas dire vieux comme Hérode, mais qu'on a depuis que le PIB existe en réalité. Et Jean-Marie est un spécialiste de la question, donc je ne voudrais pas lui couper l'herbe sur le pied. Mais oui, on sait que ce n'est pas un indicateur de bien-être. Oui, il prend en compte tout un tas de choses qu'il ne devrait pas prendre en compte, en tout cas ce qui pourrait être considéré comme des dégradations. Simplement, j'attire quand même votre attention sur un fait, c'est que si vous prenez tous les pays du monde, vous avez une très forte corrélation entre le bien-être subjectif exprimé par la majorité de la population et le PIB par habitant. D'accord ? Donc, c'est un mauvais indicateur, mais c'est un indicateur. Et il est quand même corrélé avec des indicateurs de bien-être. Donc, alors, pour ma part, je pense que pour les pays riches, ça n'a plus vraiment d'importance pour le bien-être. Par contre, je ne suis pas du tout du même avis pour les pays en voie de développement et les pays émergents. Vous voyez ? Donc, personnellement, je pense que pour nous qui sommes riches, on peut avoir une autre version, si je puis dire, un autre indicateur, ou d'autres indicateurs, il y en a plein de toute façon qui existent. Mais je tiens votre attention que ce n'est pas le cas pour tous les pays du monde. Voilà, donc je ne sais plus quelle était l'autre question, j'ai trop parlé. Peut-être que Michel, tu vas me prendre le relais, peut-être, parce que j'ai oublié les choses, beaucoup. Non, je crois que tu as balayé la plupart des questions qui étaient posées. Et comme je suis d'accord avec tes réponses,
je vais m'épargner d'y revenir. Par contre, je voudrais revenir sur une remarque de Jean-Marie en rapport avec ce que j'ai dit vers la fin de mon exposé sur le keynésianisme et son éventuelle victoire. Voilà. Pour préciser un peu les choses, je crois qu'il faut périodiser la problématique des rapports entre le keynésianisme, l'orthodoxie, le néolibéralisme et la gauche. Si on part, pour faire bref, si on part de la crise des années 70, crise des années 70, crise du capitalisme, évidemment, crise du mode de production, du mode de croissance des 30 glorieuses, avec un rapport de force favorable aux salariés et avec une inflation importante. À l'époque, pour instaurer le néolibéralisme, il fallait renverser le rapport de force au détriment des salariés. Et l'utilisation de l'austérité, à la fois monétaire, souvenons-nous des taux d'intérêt à 16-17%, 18% de 1979, sous Volcker, et des politiques budgétaires, début des politiques de freinage budgétaire, début des années 80, ça a contribué, l'austérité et l'anti-keynésianisme ont contribué à renverser le rapport de force. Il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres facteurs. Renverser le rapport de force entre les salariés et le patronat dans le monde, et ça contribue à la désinflation. Une fois qu'on est passé à un nouveau contexte, c'est-à-dire un contexte néolibéral sur le plan organisationnel, mondialisation, financiarisation, libéralisation, etc., de toutes sortes, et un rapport de force défavorable aux salariés, et enfin à une situation de stabilité des prix, la nécessité de maintenir ou de développer des politiques d'austérité sur le plan de la régulation macroéconomique n'était plus la même. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où les conditions structurelles ont été plus facilement mises en place au détriment des salariés, les États-Unis se sont, depuis lors, rarement embarrassés d'orthodoxie budgétaire, on le sait, et même à partir au début des années 2000, d'orthodoxie monétaire. Je crois donc que dans ce contexte de structure de capitalisme néolibéral, mondialisé, financiarisé, le problème de l'austérité et du soutien de l'économie au niveau de la stricte régulation macroéconomique se pose en des termes un peu différents de ceux dans lesquels il se posait à la fin des années 70 et au début des années 80 pour l'installation des structures néolibérales, de sorte qu'aujourd'hui, parmi les milieux dirigeants politiques, économiques et financiers, on peut trouver des gens qui sont fondamentalement néolibéraux sur le plan du développement des structures de libéralisation de l'économie et qui ne sont plus contraints par une sorte de catéchisme orthodoxe du genre de ceux de l'ordolibéralisme, de l'aspect macroéconomique de l'ordolibéralisme allemand. Et pour finir, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas assimiler, me semble-t-il, la question de l'austérité ou de la relance en termes de politique macroéconomique et la question de l'État social, la question de la part de l'État social dans l'économie. Ce sont deux questions différentes, même si elles se recoupent, mais on est obligé, on doit intellectuellement les différencier. Et je crois que les néolibéraux continuent à poursuivre l'objectif de réduction du secteur, de la part du secteur non marchand et de la redistribution sociale dans l'économie. Ça reste un objectif, mais un objectif structurel. Et la permanence de cet objectif structurel n'est pas incompatible avec un pragmatisme en matière de régulation macroéconomique. D'où les ripostes à la crise de 2008 qui, dans un premier temps, ont été à la fois de soutien monétaire et de soutien budgétaire, mais il restait encore des traces d'orthodoxie au niveau budgétaire, ce qui a légitimé les politiques d'austérité de 2011-2012. Et ce qui me semble,
c'est qu'en l'état actuel des choses, les traces d'orthodoxie ont régressé. Je ne dis pas qu'elles ont disparu, elles ont régressé si j'en juge par le changement de cap, par exemple, de Merkel en Allemagne, me semble-t-il. Voilà pour préciser. Oui, Mathieu, si tu peux me passer la parole. Moi, Vas-y, j'ai vas-y. été passionné de vous entendre, mais il y a quelque chose qui me semble important, et c'est Jean-Marie qui l'a soulevé, c'est le fait qu'il faut examiner cette situation dans le long terme. C'est-à-dire qu'on est effectivement, avec cette pandémie, dans une phase d'accélération extraordinaire de l'histoire économique, bien entendu. Mais quand on regarde les choses à long terme, c'est la crise et la stratégie. Il faut évoquer la stratégie du capitalisme. Et il y a deux choses, moi, qui me paraissent importantes. Ça renvoie au plan Morgenthau après la guerre, c'est l'idée de désindustrialiser. Et on voit par exemple que la France est au cœur d'un objectif du capitalisme mondial qui est un objectif de désindustrialisation. Et la deuxième chose, c'est le grignotage de la classe moyenne, parce que Mathieu dit parfois les 10% les plus riches. Il faudrait dire les 10% les moins pauvres, parce qu'en réalité, dans cette pandémie, on fait l'expérience d'une stratégie du capitalisme que jusque-là, on ne voit pas trop. C'est l'histoire de la grenouille qui est dans un bocal d'eau chaude. Mais là, cette pandémie révèle avec brutalité et clarté la grande catastrophe que le capitalisme nous prépare, c'est-à-dire la tiers-mondialisation globale, la paupérisation, la désindustrialisation, avec effectivement des enrobages idéologiques qui sont adaptés à cette situation. Mais on a, avec cette pandémie, on a un révélateur extraordinaire de la crise du capitalisme. Et je rejoins complètement Jean-Marie sur le fait qu'il faut examiner tout cela à long terme. Merci. Juste une question, enfin, comme vous n'avez pas répondu à la question de Anne, Mais j'allais y répondre. le rôle et l'incidence des bourses et la spéculation. Oui. Ah oui. Alors, faible. Là, pour le coup, on se retrouve finalement dans une situation où c'est une crise réelle qui serait. Et les bourses suivent assez logiquement. Alors, cependant, juste, je mets peut-être un petit bémol. En réalité, ce qu'on peut dire, c'est que on avait ce débat, je me rappelle, aux économistes atterrés il y a 2 ans, quand j'étais encore au comité d'animation, comme ça s'appelle, sur pourquoi ça ne pète pas déjà. Alors que, si vous voulez, il y avait une surévaluation boursière très importante ces 10 dernières années. Avant cette crise, on a connu une augmentation spectaculaire des bourses sur 10 ans qui était pas fondée sur les fondamentaux, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une augmentation des profits qui était proportionnelle. Donc, il y a eu des bulles qui ont été alimentées beaucoup par la politique monétaire très laxiste des banques centrales ces 10 dernières années, et qu'il y a eu tout un tas d'effets que les gens… Par exemple, il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez des entreprises comme Uber et les entreprises de plateforme, hein, typiquement. Bon, ces entreprises ne font aucun bénéfice, aucun. Hein, elles font des pertes. Pourtant, elles continuent à fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent à lever des fonds importants. Elles arrivaient à lever des fonds importants parce que les banques centrales ont mené des politiques très laxistes. Peut-être que ces entreprises vont avoir plus de difficultés à survivre, c'est intéressant. Mais tout ça pour vous dire. Sur sourdine, voilà. Voilà. Donc pour les bourses, non, c'est pas vraiment l'enjeu. Alors de même pour les histoires des agriculteurs, évidemment, il manque de bras. Là, il y a un problème. Il y a plusieurs questions qui se posent. C'est est-ce que les gens sont prêts à aller travailler pour les salaires proposés dans l'agriculture ? Voilà, ça c'est une question. Est-ce qu'il y a les compétences pour. Et puis, il y avait quand même un problème il y a ces 2 derniers mois, c'est qu'il fallait rester confiné et vous aviez ces messages contradictoires, il faut les rester confinés et puis il faut les travailler. Donc, pas non plus trop s'étonner que les agriculteurs aient eu quelques problèmes à ce moment-là. Bon, je ne dis pas que ça résout le problème structurel, puisqu'effectivement, il est possible qu'on ait des problèmes dans le futur là-dessus. Il y a Jean Signolet qui a demandé la parole, mais il faut qu'il active son micro. Apparemment, il ne nous entend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir ? N'hésitez pas.
Ah, sur la monétisation, oui. Alors, moi, moi, je suis pour la monétisation des dettes publiques, hein, ce que Jean-Marie a dit, mais très honnêtement, j'en vois pas forcément l'utilité. Enfin, quand même qu'on ait conscience qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sur la dette publique française sont nuls ou négatifs. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens, enfin les banques, achètent de la dette publique et payent l'État pour acheter de la dette publique. Donc, si vous voulez, l'urgence de la monétisation n'est pas maintenant, il peut le devenir prochainement. Et déjà, on peut dire que le fait quand même, ces 10 dernières années, que la BCE ait été capable de racheter sur le marché secondaire des titres de dette publique, ça a quand même fortement allégé le problème. Mais sur le fond, bien sûr, je n'ai rien contre. Voilà, mais simplement, je trouve que ça ne changera pas beaucoup de choses à court terme. À long terme, peut-être, parce que l'enjeu serait si les taux d'intérêt redevenaient positifs, et notamment s'il y avait des spreads, c'est-à-dire les écarts de taux d'intérêt entre, je sais pas, entre la dette française, la dette grecque, etc., qui devenaient très importants. Là, il faudrait. Enfin, moi, je n'aurais pas à la monétisation, mais pour l'instant, on est dans une situation quand même très bizarre. Hein. Les banques se battent, sont prêts à payer les États pour détenir les dettes publiques. Voilà. On a quasiment une monnaie fondante. Hein. Il faut vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de la masse monétaire que détiennent les banques est taxée parce qu'elles ont des taux d'intérêt négatifs. Par exemple, je vous dis que les banques privées avec des dépôts, ça s'appelle les réserves obligatoires, et d'ailleurs, elles peuvent avoir des réserves supplémentaires par rapport aux réserves obligatoires, elles sont à taux négatifs actuellement. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à payer pour maintenir leur argent au coffre-fort. Alors, pourquoi ce comportement des banques? Parce qu'il y a une très forte incertitude et elles ont peur qu'en plaçant leur argent sur d'autres titres, elles subissent des pertes plus importantes. Donc, entre perdre un tout petit peu et perdre beaucoup, elles préfèrent perdre un tout petit peu. Voilà. Bien, ça fait 1h30. Agnès, tu veux parler? Ouvre ton micro. Vous m'entendez là? Oui. Bonsoir à tous. Merci à Mathieu et Michel. Oui, je voulais juste réagir un petit peu, en particulier en lien aussi avec les remarques de Jean-Marie. Peut-être 2 points qui vraiment me soucient aujourd'hui. C'est d'abord la peur, en effet, qu'en tant qu'économiste, en restant finalement sur notre vocabulaire, nos repères extrêmement économiques, peut-être on a le risque finalement de passer à côté de ce qui me semble l'essentiel aujourd'hui, qui est de se servir de cette crise, qui est une crise remarquable en ce qu'elle nous montre vraiment le poids de l'idéologie et qu'elle nous fait ressortir à quel point nous vivons et nous cautionnons un système qui a un rapport au vivant, aux frontières, à la mondialisation et à l'humain qui est absolument mortifère. J'y vais un peu vite, mais moi je pense que c'est vraiment ce que cette crise nous montre de façon éclatante. Et donc, ce que ça nous invite, ce que ça nous oblige à faire, c'est à nous rendre compte qu'il faut sortir de ce modèle de l'économisme et donc de nos repères. Et ce qui est difficile aujourd'hui et qui me fait un peu peur en tant qu'économiste, c'est que si nous passons et si on cautionne quelque part ce débat qui va très vite se focaliser sur « Ok, attention, crise économique grave, donc question financière, monétaire », et si on discute uniquement de combien on met sur la table et comment on le finance, quelque part, on passe à côté de l'essentiel. Et en même temps, ça me paraît très difficile, je ressens cela, mais comment éviter cela et mettre en œuvre aujourd'hui ce dont on a besoin, il me semble, c'est une vraie, vraiment une remise en question des fondements avant de savoir les solutions économiques que l'on apporte. Donc du coup, je trouve ça assez délicat aujourd'hui, ces débats économiques. Et je trouve même que nous amener, nous, agiter la peur aussi de cette crise économique à venir, de cette récession, c'est très dangereux aussi pour nous en amener tous finalement à rester focalisés sur notre taux de croissance du PIB et sur finalement des indicateurs aujourd'hui dont il faut absolument sortir. Alors, je n'ai pas la solution, mais ça me soucie beaucoup. Comment fait-on avec cela?
il faut qu'on ait un moment de réflexion du coup collective, donc ça veut dire vraiment pluridisciplinaire, mais aussi à l'échelle au moins européenne. Et où sont ces lieux de débat aujourd'hui? Deuxième remarque et commentaire, c'est sous-jacent à tout ce que vous dites, mais aujourd'hui, c'est aussi le grand moment, peut-être l'ultime moment de l'Europe. Donc, le questionnement, la crise est vraiment politique aujourd'hui. Alors, on n'a pas le temps là d'en parler, mais bon, ça fait beaucoup d'entre nous 20 ans que je pense qu'on s'attriste sur ce que l'Europe que nous avons construite. Donc là, moi, à titre personnel, oui, c'est une grande déception. Bien sûr, je parle de l'Europe économique, l'intégration économique européenne telle que nous l'avons menée. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il me semble que avec cette crise qui, en effet, est vraiment structurelle, systémique, une des questions aussi, d'abord, c'est, on l'a vu, changer nos repères, le modèle, etc., ce qui nécessite une grande réflexion profonde, mais aussi à quel niveau. Nous, aujourd'hui, il me semble que ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, vraiment, il faut réfléchir et agir au niveau européen, et on voit bien que c'est mal parti. Aujourd'hui, là, entre les débats, les affrontements entre l'Allemagne, le Danemark, la Suède, donc là aussi, bon, je n'ai pas de réponse, mais si ce n'est encore une inquiétude aggravée sur du niveau européen. Si la solution n'est pas européenne aujourd'hui, si enfin on ne se sert pas de cette crise pour repenser l'Europe, et je dirais, moi, revenir à son projet original, mais bon, c'est un autre... au niveau, je parle politique, au niveau des valeurs, pas au niveau économique, ça va être très grave. On ne peut pas faire autrement que d'aborder cette crise au niveau européen. Et enfin, dernière remarque, commentaire, question partagée. Si on partage l'idée qu'aujourd'hui, c'est le temps d'un questionnement profond et de tout remettre à plat, où a-t-on des lieux, nous, autres que là, ce soir? Je suis très heureuse de vous voir, de vous entendre, mais j'observe combien il y a dans la société aujourd'hui d'initiatives à différents niveaux, de gens qui disent qu'il faut de l'intelligence collective, il faut une remise en question. Donc, il y a plein d'initiatives. On sait bien aussi que beaucoup vont être vraiment vaines. A-t-on encore un espace? Moi, j'ai l'impression que non. Comment on le crée? Le fait-on? Je n'ai pas de réponse, mais un désir qu'on puisse contribuer et pas passer à côté. Mathieu, tu voulais réagir, si j'ai bien compris. Non, parce que je suis d'accord. Elle fait des remarques pour lesquelles je n'ai absolument aucune réponse, mais avec lesquelles je ne peux qu'être d'accord. C'est-à-dire que là, j'ai pris le parti d'avoir l'analyse économique de la crise, mais bien sûr, pour moi, il y a des questions civilisationnelles qui sont derrière que je n'ai pas évoquées, que j'évoque dans mon bouquin, si vous voulez. Alors, bon, bref, c'est pour vous maintenir en haleine pour venir la prochaine fois. Bon, mais oui, non, je suis d'accord avec toi, Vanessa, sur à la fois le constat et le désir, et en même temps le sentiment de dessaisissement de nos capacités d'initiative, qui sont liées à la fois au changement d'échelle très, très important. Par exemple, je veux dire, il y a quand même un truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ce que représente la Chine par rapport au reste du monde. Donc aujourd'hui, on n'a pas de capacité d'action sur la Chine. Enfin, je veux dire, et on n'en aura pas. Donc, on est aujourd'hui dans un monde qui est quand même très compliqué. Donc, je ne sais pas. Voilà, moi, je peux vous dire, je ne sais pas. Et je n'ai pas peur de dire que je ne sais pas. Et j'aimerais bien avoir la solution, vous la proposer, mais je ne l'ai pas. Donc, je suis d'accord pour qu'on débatte tous ensemble. Je serais ravi d'avoir vos idées, qu'on en discute ensemble. Mais je n'ai aucune solution. J'ai juste des diagnostics. Michel, vas-y Michel. Oui, je voudrais moi aussi remercier sincèrement Vanessa pour son interpellation. Évidemment que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est sur la question des fondements et des mises en cause des bases, des raisonnements, tout à fait d'accord. Toute une série de débats qui ont animé les économistes depuis les années 80 doivent aujourd'hui être relativisés. J'ai fait allusion à un de ces débats entre orthodoxie et keynésianisme, par exemple, mais il y en a certainement beaucoup d'autres.
Et tout ça doit être relativisé lorsque on parvient à une situation où se pose à la fois la question d'une terre vivable et la question du maintien d'une cohésion de la société mondiale, minée par des inégalités qui explosent. Il y a ces deux questions qui sont fondamentales et qui entrent en résonance dans cette crise que Jean-Marie analyse très bien dans son dernier bouquin, la crise du capitalisme néolibéral, mondialisé, etc. Bon, par rapport à ça, on sait qu'il faut un changement de cap qui soit d'ordre structurel, c'est-à-dire qui concerne à la fois les structures et les comportements. Bon. Alors, les comportements, on sait qu'on ne va pas faire le nouvel homme. On sait il y en a qui ont ce projet, je te signale. Non, mais, oui, mais on sait à quoi ça aboutit. Il y a un peu plus d'un siècle. C'est un certain nombre d'expériences ont complètement échoué. Il y a toute une série de raisons, mais notamment celle-là. Donc, il n'est pas question. Il est question de chercher des structures, une dynamique de structures qui permettent en même temps des évolutions favorables des comportements. Et ça, c'est pas simple. Notamment, comment éviter quelque chose qui pourrait tourner vers une sorte de guerre civile et qui nous ferait régresser vers des situations qui seraient totalement catastrophiques. Donc, il faut traiter tout ça. Et bien entendu que ça déborde largement du champ des pauvres économistes que nous sommes, quoi, mais comme le champ de toutes les disciplines du reste. Bon, donc il faut bosser, mais moi, dont j'ai l'impression, c'est que si on se concentrait sur un ou deux problèmes du genre les besoins essentiels et la terre vivable, essayer de voir ce que ça implique comme priorité au niveau national, au niveau des collectivités locales, au niveau européen que tu abordes justement, et au niveau mondial. À partir du moment où on pourrait quand même aborder certaines choses, notamment environnementales au niveau mondial, ça serait quand même mieux. On a commencé avec le G. Bon, mais il me semble que c'est vers ça qu'il faudrait s'orienter. Mais ça amène, si on a une telle approche, ça amène évidemment à relativiser toute une série de débats que nous avons eus quand les plus vieux d'entre nous étaient jeunes, ou que nous avons encore, et qui sont en train de perturber la vie intellectuelle et la vie politique, quoi, hein. Voilà ce que je voulais répondre, mais Vanessa, je suis entièrement d'accord avec son intervention. Juste pour compléter ce que vous avez dit tous les deux. Pardon. Non. Juste, bon, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vanessa. Et en l'écoutant, je me rappelais que l'année dernière, nous avions, là, nous les pauvres économistes de Bordeaux ou anciens économistes de Bordeaux, nous avions eu le projet de faire un séminaire, grande conférence séminaire sur un certain nombre de questions. Est-ce que vous qui êtes à la fac peut-être encore par télétravail, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait, à la rentrée prochaine, relancer cette idée d'un débat public entre économistes, voire non économistes, bien sûr, sur toutes ces questions qu'on débat ce soir? Parce qu'il faut, si on a un mini-rôle, minuscule bien sûr, mais minuscule rôle à jouer, c'est peut-être de porter ce débat dans des cercles de plus en plus élargis, de plus en plus grand. Bon, voilà. Bon, je pensais à ça en vous écoutant. Ben oui, peut-être. Bon, il suffit de le faire. Voilà. Oh, hein. Juste je rebondis juste sur ce que disaient Michel et Vanessa. Moi, je veux dire, pendant la crise du Covid au début, quand j'ai vu l'état dramatique du système industriel et des services publics en France, je me suis dit, je vais être très raisonnable dans mes demandes. Je veux des services publics qui marchent bien. Voilà, ça c'est ça que je veux, voilà, qui sont bien financés, où les gens sont pas malheureux au travail, et je veux que les productions essentielles puissent être approvisionnées correctement et donc éventuellement produites en France. Voilà. Si j'ai ça, très honnêtement, je pense qu'on a fait une bonne partie du chemin. Voilà. Je ne suis pas très exigeant en ce moment, vous voyez. Je suis plus. Si on peut avoir la révolution, c'est bien, mais si on a ça d'abord, je serai très content. Vous voyez. Bien, écoutez, moi je pense que l'intervention de Vanessa, son intérêt est double.
d'abord par le contenu, mais aussi par la démarche, c'est-à-dire elle nous pousse évidemment à multiplier ce genre d'initiative. Qu'elle le sache, hein, c'est pas chose facile. Et c'est pas non plus très facile de construire des interfaces entre la parole savante, en tout cas la parole construite, et puis les échanges citoyens dans des cercles élargis. Mais il faut le faire. Enfin, nous, on souhaite aller vers ça. Et donc, toute initiative qui pourra aller dans ce sens, je pense qu'on essaiera d'y contribuer à la mesure de nos possibilités. Dominique, oui, Jean-Marie. Est-ce que tu pourrais pas contacter Razmik Kecheyan, qui est un collègue bordelais, qui est sociologue, comme ça aussi on éviterait quelqu'un qui ne soit pas économiste comme nous le sommes ici. Est-ce que tu pourrais, parce qu'il a bossé sur les besoins justement, sur la notion de besoin, et ça pourrait être un prolongement à ce qui a été dit ce soir. Alors peut-être pas d'ici la fin juin, mais bon, oui. Gardez cette idée en mémoire. Razmik Kecheyan, si tu n'as pas ses coordonnées, je peux te les donner. Je les ai, mais je ne suis pas sûr que tu vois Jean-Marie, je suis pas sûr que je sois le mieux placé. Je vais essayer de le faire, hein, mais que je sois le mieux placé, si tu veux, pour lui donner envie de participer à cette démarche. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, mais tu vois, bon, je connais bien peut-être d'autres personnes qui sont plus à même de... On peut peut-être lui faire un mail, toi et moi, Jean-Marie. Oui, d'accord. Très, très bonne idée. Voilà. D'accord. Très, très bonne idée, oui. Je voulais vous signaler, là, dans les semaines qui viennent, justement pour passer à d'autres terrains. Alors d'abord, vous rappelez le rendez-vous avec Mathieu, qui sera effectivement le mardi 16 juin. Pour l'instant, il est prévu en visioconférence. La réoccupation des lieux publics est pas très facile, mais dès qu'il sera possible d'organiser des choses en terrain ouvert et en présence physique, on le fera, bien entendu. Il y a notre rendez-vous qui s'est construit dans la dernière période, qui est prévu pour le jeudi 11, avec un sociologue qui s'appelle Laurent Mélito et qui a envie de nous faire partager un petit peu les réflexions sur ce qui se passe aujourd'hui dans le travail social. Donc, on ne sera plus dans la dimension économique, mais on sera dans une autre dimension et il veut, je dirais, nous faire partager ce que lui a pu vivre et d'autres, je dirais, dans le monde du travail social. Il est enseignant à l'IRTS de Bordeaux. Voilà, bon, ça c'est un autre rendez-vous. Il y a Jean-Marie, je ne sais pas si ton rendez-vous à la machine à lire est toujours prévu pour le 5 juin. Non, c'est annulé. C'est annulé? Ok. Oui, c'est annulé. Et normalement, je ne sais pas si le rendez-vous que nous avions prévu avec, toujours à la machine à lire, avec Johan Chapoulot est maintenu ou pas, le jeudi 18 juin. D'après ce que m'a dit Hélène de Ligneris, qui m'a téléphoné l'autre jour pour me dire qu'il n'envisageait pas de faire de conférence avant la fin juin. Ok. Oui. Moi, par exemple, pour mon bouquin, c'est prévu, ce sera en novembre, par exemple, hein, pour la machine à lire. Donc, à mon avis, ils ont tout décalé. Oui, ils ont tout basculé. Oui. Ok. Bon, mais donc, on verra si d'autres manifestations se font jour. Simplement, peut-être pour vous, la date n'est pas encore fixée, mais on aura certainement un deuxième rendez-vous organisé par Espace Mars avec poètes, écrivains au milieu du mois, quoi. Je trouve que ça avait été quelque chose d'assez exceptionnel, pas forcément en participation, mais en qualité, je dirais, d'évocation. Donc, on va refaire ça à la mi-juin. Voilà. Et bien entendu, si vous avez des idées, des propositions, Vanessa, je signale aussi que Vanessa avait fait une contribution tout à fait intéressante et tout à fait originale, justement, sur la période du Covid et donc des approches qui n'étaient pas tout à fait traditionnellement économiques, mais plutôt dans le ressenti et dans des évocations importantes. Je l'ai mis à votre disposition sur le site d'Espace Mars, et je crois qu'il est aussi disponible sur le site de l'université, puisque c'est comme ça que j'en avais pris connaissance. Voilà, écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, c'est bon. On va remercier nos invités, vous remercier à vous d'avoir participé à cette soirée. On a été jusqu'à 40, ce qui est bien, même très très bien. Et ben, j'espère qu'on aura d'autres initiatives de ce type-là et peut-être à terme dans des lieux physiques à nouveau. En tout cas, merci pour votre participation et peut-être donc au mardi 16
où là, évidemment, on verra Mathieu sous un autre jour, puisqu'il publie son livre et il le fait, je dirais, à partir peut-être, enfin en tout cas, dans des dimensions auxquelles il ne nous avait pas complètement habitués. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des démarches dans ce sens-là, y compris intellectuelles. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et puis à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Allez. À bientôt.